vous me demandez pourquoi la participation est devenue non plus une alternative mais un impératif. Alors première chose, moi je pense que ça reste une alternative. Donc moi peut-être que je n'aurais pas posé la question comme ça ou que je n'ai pas le même point de vue que vous. Mais moi je pense que toute politique est un choix et que quelle que soit la légitimité actuelle des politiques participatives, elle relève encore d'un choix qui est souvent un choix gouvernemental. De toute façon, à partir du moment où on parle de politique publique, on parle de choix. C'est-à-dire de choix sur des décisions, donc ici sur les modalités de prise de décision, des modalités de mise en œuvre. Donc de toute façon, on reste dans l'alternative. Alors c'est vrai que depuis peut-être une vingtaine d'années, de plus en plus, la mise en place de processus participatifs est considérée comme un impératif. Mais en fait, c'est un impératif, disons, politique, un impératif lié aussi à certaines injonctions des organisations internationales. Et il n'y a pas d'impératif, disons, juridique. Voilà. Alors, d'où vient cette injonction? Pourquoi est-ce qu'il y a cette injonction? Moi, je dirais qu'en fait, il y a plusieurs processus historiques qui se sont rencontrés pour faire qu'en effet, l'alternative est moins forte, que les gouvernements aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont plus de difficultés à refuser des politiques participatives qu'à les mettre en place. Et donc, je dirais ça en évoquant plusieurs processus qui se sont rencontrés et qui ont créé une contrainte, disons, de légitimité, hein, pas une contrainte juridique. D'abord, historiquement, la demande participative, c'est une demande qui est venue plutôt des gauches, gauche au pluriel, parce que je pense à la fois aux gauches des mouvements sociaux, aux gauches contestataires, et puis aussi donc aux gauches qui se sont incarnées dans des partis politiques, puis dans des gouvernements dits progressistes. Alors ces gauches-là, ce sont des gauches qu'on rencontre dès les années 60 et surtout les années 70 en Europe. Et la demande de participation, elle a été exprimée autour de ce qu'on appelait à l'époque l'autogestion. Mais la demande de participation en Amérique latine depuis la gauche, elle a été construite autour de mouvements sociaux contestataires qui ont ensuite donné naissance, dans beaucoup de cas, à des partis politiques de gauche. Et là, il y a un processus que je trouve très intéressant et très important à garder en tête pour comprendre comment donc de choix la participation est devenue plutôt une contrainte. Ce processus, c'est que on a des partis politiques parfois radicaux, pas tous, mais parfois radicaux, qui étaient situés à gauche et qui, en se rapprochant du pouvoir, puis en prenant le pouvoir, se sont généralement modérés. Modérés parce que dans l'exercice du pouvoir, ils n'ont pas transformé les sociétés comme ils l'appelaient de leur vœu à l'époque où ils étaient dans les oppositions. Et ces partis-là, je pense par exemple au Parti des travailleurs au Brésil, mais je pense qu'il pourrait y avoir d'autres exemples, par exemple le MAS en Bolivie, le parti de l'actuel président uruguayen aussi. Ce sont des partis qui, pendant longtemps, ont associé deux compréhensions de la participation, une compréhension électorale, à l'époque autoritaire, et puis aussi une demande de participation qui était celle qu'on a vu se mettre en place depuis une vingtaine d'années dans les dispositifs participatifs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'au fur et à mesure que ces partis se sont modérés, qu'ils ont cessé de proposer une révolution, une transformation sociale radicale, la question de la démocratie participative a pris plus d'ampleur dans leur discours. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les processus participatifs, on ne change pas radicalement les systèmes politiques. On cherche simplement à améliorer, à rester dans le cadre des institutions existantes et à créer quelques processus qui, à la marge, changent un petit peu les modalités de décision.
Puis à côté de ça, il y a un autre processus qui a rencontré celui-là, qui est le fait que la demande de participation donc a rencontré les propositions de grandes organisations internationales spécialisées dans le développement. Je pense en particulier à la Banque mondiale, au programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi à beaucoup d'autres organisations qui interviennent sur des questions plus sectorielles et qui ont diffusé, au-delà même de leur programme de coopération internationale, elles ont diffusé des propositions participatives qui sont devenues petit à petit impératives autour de la question de l'amélioration de la qualité de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, là, le discours, c'est un discours qui consiste à dire non pas on va changer radicalement, évidemment, mais qui consiste plutôt à dire il faut améliorer nos systèmes politiques pour les rendre plus efficaces, mettre en place donc ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et en fait, on voit qu'on part de deux conceptions complètement opposées de la participation pour arriver en fait à une confluence de la demande participative. Et je pense que c'est là en fait que s'est créé petit à petit un impératif. Mais un impératif qui, à mon avis, n'est qu'un impératif, disons, de légitimité. Alors, et là aussi, je crois qu'il y a une double légitimité. Une légitimité vis-à-vis de l'électorat de gauche, pour des partis de gauche qui vont dire aux classes populaires, regardez, on ne vous a pas oublié, on continue à être de gauche, on change la prise de décision, on va associer le peuple, les classes populaires à la prise de décision. Et de l'autre côté, donc côté participation demandée pour la bonne gouvernance du développement, on a aussi donc cet impératif, mais donc là c'est un impératif de légitimation vis-à-vis plutôt, je pense, de ceux qui vont demander la réforme de l'État, l'association de la société civile pour décharger l'État de ses responsabilités, etc. Moi, je dirais que pour ce qui concerne l'amélioration de la démocratie, d'abord, ça c'est un objectif, comment dire, qui est très situé. C'est-à-dire que du côté des gauches progressistes, je ne suis pas certaine que ce soit exactement la question de l'amélioration qu'elles vont chercher, mais plutôt la question de l'approfondissement, ce qui est un petit peu différent. Si vous voulez, je crois que le discours de l'amélioration, c'est un discours qui est plutôt celui des organisations de développement qui cherchent, via la participation, de la transparence et de l'efficacité. C'est pas exactement le même objectif que celui de l'approfondissement, où on va dire qu'on cherche non pas la transparence, mais on cherche l'élargissement de la prise de décision, le partage de la prise de décision. Tandis que si on cherche la transparence, ce qu'on va mettre en valeur, c'est plutôt le fait de rendre des comptes et la possibilité pour les citoyens d'interpeller les gouvernements. Ce qui n'est pas exactement la même chose que le partage de la décision. Et sur quoi je voudrais en venir, c'est au fait que il est difficile de raisonner de façon générale dans la mesure où derrière la participation, on trouve des formules techniques, des institutions participatives qui sont extrêmement diverses. Et que, donc, selon les cas, vous avez des dispositifs de participation qui peuvent être plus ou moins contraignants pour les gouvernements, qui existent à des niveaux différents. Ils peuvent exister au niveau local, micro-local, je veux dire, au niveau des villes, parfois au niveau des régions. Il y a même des dispositifs consultatifs qui peuvent exister au niveau national, déjà. Et puis surtout, ces dispositifs sont dans la plupart des cas des dispositifs consultatifs. Et donc, je pense que l'enjeu et l'impact est évidemment très différent
entre des dispositifs où les citoyens simplement sont amenés à débattre, et des dispositifs où ils peuvent vraiment participer à la prise de décision. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que c'est que réellement même le débat. Donc comment est-ce que dans la mise en œuvre réellement des processus participatifs, les participants sont appelés à intervenir. C'est-à-dire que dans un conseil de gestion publique, où on va simplement consulter des participants qui en fait sont des usagers d'un service public, dans beaucoup de cas, les présents sont des organisations dites de la société civile, parfois aussi des représentants, je veux dire, des administrations municipales, des représentants d'entreprises privées éventuellement, ou d'agences de services publics. Et ces représentants dans les conseils, ils vont finalement très peu débattre. Parfois, ils vont simplement être amenés à écouter un compte rendu de la politique qui a été menée. Et finalement, l'impact de ces consultations, à mon avis, dans beaucoup de cas, il est quasiment zéro du point de vue de la prise de décision et du point de vue d'une possible instabilité. Il y a un impact qui peut exister sur la légitimation des gouvernements. C'est pour ça que les gouvernements locaux ou nationaux ont intérêt à faire ça. C'est-à-dire qu'ensuite, ils vont pouvoir afficher auprès de leurs électeurs, auprès des opinions publiques, auprès des financeurs de la coopération internationale, le fait qu'ils ont mis en place des processus participatifs. Ensuite, dans les autres types de procédures, de dispositifs, quand, par exemple, il existe des processus qui incluent une participation à la prise de décision, comme par exemple dans les budgets municipaux participatifs, ou dans d'autres systèmes qui peuvent exister de façon sectorielle. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, la prise de décision reste limitée. C'est-à-dire que dans la plupart des exemples qu'on a dans le monde, dans la plupart des cas qui existent dans le monde, la part de budget municipal qui est réellement discutée est très faible, avec des exceptions, mais on dépasse très rarement 10%. Voilà. Et puis c'est surtout, ce qui est plus important, même si avec 100% de décision, ce qu'on ne connaît pas pour l'instant, il faut quand même garder en tête que, en réalité, ce que font les assemblées, donc les citoyens dans les assemblées participatives, c'est décider de la distribution territoriale, de l'allocation territoriale des ressources. Mais ils ne décident pas des modalités exactes de la mise en œuvre. Par exemple, jamais on ne discute dans une assemblée dite participative, par exemple, le fait que les modalités d'un appel d'offres. On ne discute pas le statut de l'entreprise qui va mettre en place les travaux d'infrastructure municipale. On ne discute pas le programme de politique publique sur lequel, en fait, on va intervenir simplement sur la distribution. Je vais vous donner un exemple précis. Dans moi, ce que j'ai observé, c'était des assemblées participatives dans la ville de Recife, donc dans le nord-est du Brésil. Et quand il y avait sur les assemblées sectorielles, par exemple, ce qui était discuté par les participants et décidé en assemblée, c'était la façon dont, sur un programme de formation des jeunes, programme décidé par le gouvernement national, comment en fait, sur le budget qui était transféré par le gouvernement national, on allait décider en fait de la répartition par quartier des ressources financières associées donc à cette politique sociale, donc qui consistait principalement à proposer des formations professionnalisantes pour les jeunes donc entre 14 et 18 ans, 15 et 18 ans. Bon, mais donc on décide quoi? On décide que le budget il va aller à l'école X ou à l'école Y. Mais derrière ça, on ne discute pas des modalités du programme. Est-ce que ce sont ces formations-là dont on a besoin? Qui va donner les formations? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des programmes d'accès à l'emploi? C'est pas de ça qu'on discute. Est-ce que c'est de ça que les jeunes ont besoin? On ne discute pas de ça.
Donc c'est un exemple comme un autre, mais par exemple, sur d'autres questions, par exemple sur les infrastructures urbaines, on va discuter par exemple des infrastructures on va discuter des infrastructures concernant par exemple l'assainissement et le drainage des eaux, par exemple. On ne discute pas de la responsabilité, des modalités de mise en œuvre. Est-ce qu'on n'accepte pas le fait que les services des eaux soient confiés à des agences indépendantes? Est-ce que ça doit être un service public directement géré par un ministère? Ça, c'est pas discuté. Donc, ce que je veux dire en vous donnant ces exemples-là, c'est que je pense que l'impact de la participation, l'impact de ces procédures participatives est quand même particulièrement limité. Alors, en plus, je crois que au-delà de ça, pour aller un petit peu plus loin et réfléchir à partir des principes qui sont ceux de la démocratie, il faut se garder peut-être aujourd'hui de revenir à des peurs ancestrales, à des peurs ou à des débats qui ont existé au XVIIIe et au XIXe siècle, quand on ne connaissait pas encore les pratiques du suffrage universel. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et puis pendant tout le XIXe siècle, il y a eu quand même un très grand débat autour de la question du suffrage universel, avec des peurs liées notamment du côté plutôt des conservateurs à l'incompétence des citoyens. Comment est-ce qu'on pouvait partager la décision avec des citoyens qui n'y connaissaient rien, qui n'étaient pas formés, et de l'autre côté, du côté par exemple des socialistes, la peur c'était de dire mais comment peut-on partager la décision avec des gens qui sont sous la domination des puissants et qui vont donc être obligés de voter comme eux, ou de se comporter comme eux par obligation liée à leur position sociale. Et finalement aujourd'hui, quand on approche cette question de la démocratie participative, on revient à ces vieilles peurs-là, alors qu'on a quand même pas mal de décennies d'expérience du suffrage universel. On connaît bien sûr aussi ses limites, ses détournements. Mais par exemple, le débat sur l'incompétence des citoyens, il est tout à fait présent dans les débats sur la démocratie participative, autour de l'idée des risques associés à l'ouverture de la décision. Mais on va dire, ah ben non, mais ces gens-là, ils n'ont même pas terminé l'école primaire, comment est-ce qu'on peut leur laisser décider la façon dont on va construire le budget municipal? Ce qui est d'ailleurs une vraie question, en réalité. Parce que dans la mise en œuvre des procédures participatives, on est quand même obligé d'inclure des formations des citoyens à l'élaboration d'un budget municipal. En tout cas, pour terminer sur cette question-là, moi je dirais que pour ce qui est de la sécurité juridique et des craintes qui peuvent exister autour de l'impact peut-être en termes d'instabilité des procédures participatives, moi je pense qu'il faut se souvenir que de toute façon, donc je me répète, les instances participatives ont généralement des mandats très limités, des compétences limitées, donc de ce point de vue-là, il y a peu de risques, entre guillemets. Et puis, par ailleurs, de toute façon, dans les systèmes démocratiques, il y a encore des systèmes de hiérarchie des normes. Et donc, une assemblée participative qui va prendre une décision au niveau local, elle n'est pas souveraine. Il faut que sa décision soit conforme avec les normes situées au-dessus, jusqu'à la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de risques. Au-delà peut-être des risques qu'on peut trouver, que certains peuvent identifier dans l'expression d'une opinion contestataire. Là, c'est encore autre chose. Alors, j'ai un petit peu envie d'abord de commencer par vous embêter et de vous dire que moi je préfère pas raisonner en termes de bon ou de mauvais. Je
Je pense pas qu'il y a du mauvais ou du bon, il y a des pratiques qui peuvent présenter un impact X ou Y. Et surtout, en fait, je pense que c'est important pour nous qui sommes universitaires, qui donc posons un regard d'analyste sur ces processus, d'éviter un raisonnement dichotomique et un raisonnement manichéen. Pourquoi? Parce que précisément ce raisonnement manichéen, en termes de bon ou de mauvais, c'est celui des acteurs politiques qui, en partie, donc, mettent en place les procédures participatives. C'est-à-dire que, surtout la question des bonnes pratiques, c'est une question qui est présente, omniprésente même, dans le discours, les objectifs aussi qui sont définis par certaines grandes organisations internationales, en particulier, je pense, à la Banque mondiale, dans sa façon de diffuser l'impératif ou l'injonction participative autour de la notion de bonne gouvernance, la notion de bon gouvernement également. Voilà. Alors, quelle mauvaise pratique? Ben, ça dépend aussi des dispositifs. Puisque les dispositifs participatifs sont extrêmement divers, forcément, ils vont susciter des types de pratiques très différents. Et puis peut-être aussi, si on parle de types de pratiques, et que si on essaie d'évaluer leur impact, il faut aussi savoir de quel côté on se situe. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour les gouvernements? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour les participants, pour les citoyens? Et parfois, en fait, ça ne se rencontre pas. Vous voyez, ce qu'un gouvernement va considérer comme étant un risque, parce que, par exemple, une intervention participative va être en fait une intervention contestataire, c'est pas forcément la même chose que des participants vont considérer comme représentant une limite, par exemple. Donc, de la procédure participative. Alors, pour vous répondre, moi j'ai plutôt envie d'évoquer, plutôt que des mauvaises pratiques, des limites qui peuvent être rencontrées donc, dans ces processus. Alors, moi je dirais que bon, les limites, ce sont d'abord des limites en termes d'ampleur de la décision, de la possibilité de prise de décision. C'est-à-dire que on nous dit, enfin, il y a beaucoup de gouvernements qui mettent en avant le fait qu'ils ouvrent la décision, et puis en fait, si on ouvre la boîte noire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de prise de décision possible dans les instances participatives, donc ça, forcément, c'est une limite, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'existence de politiques participatives, c'est pas forcément de la bonne gouvernance, disons ça comme ça, si on accepte ces dichotomies. Il y a beaucoup de cas aussi où on peut quand même observer le fait que ces dispositifs participatifs poursuivent des objectifs politiques qui ne sont pas dits, mais qui sont ceux de l'encadrement des mécontentements. C'est-à-dire que de la part de gouvernements nationaux ou locaux, on peut observer qu'il y a des pratiques d'encadrement des assemblées, des pratiques d'encadrement de la prise de parole, qui en fait sont des pratiques qui limitent beaucoup la possibilité du débat, et qui, si vous les regardez à côté du fait qu'il y ait une grande publicité donnée à l'ouverture participative, ont un impact très fort pour limiter en fait la participation. C'est peut-être un peu paradoxal, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez d'un côté une communication politique gouvernementale qui met l'accent sur la participation, de l'autre côté une réalité de la gestion des débats, qui est en fait une gestion qui constitue à contrôler et encadrer la prise de parole des participants. Donc en fait, à limiter l'expression des mécontentements. Si vous voulez, on va créer... Ce que je veux dire, c'est que par ces politiques, souvent, les gouvernements ont tendance à dire, voilà, nous créons des canaux d'expression, des canaux d'expression de la participation populaire, nous nous ouvrons aux demandes populaires, et puis dans les faits de la pratique,
On est plutôt dans des pratiques d'encadrement, de contrôle de la parole. Alors, même quand ça n'existe pas de façon caricaturale, ce qui est aussi important à observer, c'est le fait que ces dispositifs ne sont pas égalitaires. D'abord, dans beaucoup de cas, il faut remonter aux objectifs de ces processus participatifs. Ce qu'on cherche, c'est l'inclusion sociale. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a un objectif, en fait, qui est celui d'inverser les inégalités politiques associées donc à des positions sociales différentes. Donc, l'idée étant qu'il faut favoriser une participation citoyenne plus égalitaire, donc ramener les classes populaires vers les systèmes politiques, les faire participer davantage. Mais il y a une conséquence de ça, c'est que les dispositifs participatifs s'adressent à qui? Ils s'adressent aux classes populaires. Ils s'adressent aux classes populaires, pourquoi? Ils s'adressent aux classes populaires pour mettre en place, par exemple, des processus de distribution matérielle, des processus de décision sur les services publics. Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement inégalitaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans une grande métropole d'Amérique latine, on va mettre en place des processus participatifs pour dire aux classes populaires, ben, si vous voulez un système de drainage d'eau, il va falloir venir aux assemblées. Et en plus, quand on va mettre en œuvre, il va falloir que vous participiez comme main-d'œuvre. Est-ce qu'on imagine 5 minutes qu'on puisse faire la même chose dans un quartier favorisé, le quartier de beaux immeubles? Jamais. Et on ne va jamais demander aux cadres, aux hauts fonctionnaires, aux cadres, d'aller participer à la construction des canaux de drainage. Bon, donc il y a un côté extrêmement inégalitaire. Après, si on regarde dans le fonctionnement interne de ce dispositif, il y a aussi des inégalités sociales, mais qui sont moins fortes, mais qui existent quand même, notamment dans les capacités de prise de parole des participants. Il y a beaucoup de personnes qui expriment leur crainte de participer, de prendre la parole, qui expriment en fait un très fort sentiment d'incompétence. Ça ne veut pas dire qu'elles sont incompétentes, mais elles en ont le sentiment. Donc ça aussi c'est fort, mais moins que ce que je viens d'expliquer en termes de demandes qui sont plus exigeantes vis-à-vis des classes populaires que des classes favorisées pour la participation.